Bonjour, bonsoir à tous, c'est Bug le retour, la 28e émission, et oui, le numéro 28, on est presque arrivé à notre nombre d'auditeurs. Alors, je ne sais pas si j'ai déjà fait cette blague, mais en tout cas je l'aime beaucoup. Donc je rappelle que Bug le podcast, c'est un petit peu vous qui l'écoutez, forcément, c'est nous qui le faisons. On y parle de cinéma, de séries télé. Nous sommes trois, je suis Alphonse Dadet pour vous servir et je suis accompagné de Seb. Salut Seb. Bonjour et à vous et à mes racistes préférés qui nous écoutent. Et le troisième larron, c'est Bastien. Salut Bastien. Hey, salut à vous les mouchards. Nous vous demandons de bien vouloir couper vos téléphones pendant Bug. Rien de ce qui sera dit dans cette émission ne devra sortir d'ici, sinon on pourrait avoir des petits problèmes. Donc merci, mais tout cela doit rester bien évidemment entre nous. On va pas vous raconter du bullshit ici, on va être cash, car c'est ce que vous voulez entendre, c'est ce que vous pensez, on va parler vrai. Exactement, nous sommes un peu les Élise Lucet du 7e art. Et voilà, donc nous avons un programme aujourd'hui encore, je dirais, palpitant, parce que Seb, tu vas te pencher sur Black Panther, c'est ça ? Ou peut-être est-ce que Black Panther va se pencher sur moi ? Tout est de la question. Et Bastien nous fera sa petite chronique non préparée. Voilà. Oui, exactement. J'ai préparé des petites blagounettes. Niveau film, j'ai absolument rien préparé, tout ça. Donc ça devrait être, je pense, une bonne émission. Je vais partir en freestyle un peu comme la dernière fois. Je vais essayer d'évoquer les films que j'ai vus dernièrement. On va essayer d'en parler ensemble. Ouais. Pas besoin de préparer de toute façon parce que je suis un garçon quand même assez bavard, donc il suffit de me lancer de façon sur un sujet et moi je peux partir pendant des heures. Est-ce que tu peux nous parler de Petit Paysan ? Petit Paysan, ouais, c'est un très très grand film de notre époque sur le salon de l'agriculture. Mais bon, je garde des réserves sur celui-là parce que je pense que là par contre on fera une chronique, une émission spéciale. Ouais, effectivement, c'est dans les tuyaux, on fera une spéciale débrief des films de César. Et on aura Finnegan Oldfield comme guest en plus. Il m'a déjà dit oui, il n'y a pas de problème. Yes. Il a l'air content. Voilà. C'est son véritable nom, c'est toute la beauté de la chose. Donc après cette introduction, encore une fois, j'ai envie de vous dire qui nous met l'eau à la bouche. Seb, tu vas commencer tout de suite par Black Panther. C'est à toi mon grand, fais-toi plaisir. Ouais, après le meilleur film du MCU qu'on s'est tapé 3 fois de suite, voici venir, attention les enfants, là ça devient fort, le chef-d'œuvre du MCU. Pour la première fois, ouais, un film utile, important, qui redistribue les cartes, un renouveau dans le genre super-héros, du jamais vu, un game changer, bordel. Ça, ou bien on va parler de Black Panther, au choix. Parce que perso, j'ai vu le deuxième, mais pas le film que j'ai décrit avant. Qu'on soit bien clair. Ah. Pardon ? Oui ? Non, je disais, quelle surprise. Ah oui. Bah, qu'on soit bien clair, hein, Black Panther c'est le haut du panier Marvel, hein, surtout après un Thor Ragnarok d'un cynisme aussi dingue que revendiqué. Et c'est pas aussi léger que Gardiens de la Galaxie 2 ou Spider-Man Homecoming sorti l'année dernière. Mais bon, Spider-Man c'était l'un des meilleurs Marvel qui suivait Civil War qui était le meilleur Marvel, et devinez quoi, Thor c'était lui aussi le meilleur Marvel. En somme c'est le truc qui est un peu devenu un running gag avec les critiques dithyrambiques sans aucun recul bien entendu. Et public de Sexasy, regarde sur Rotten Tomatoes, il est à 100% avec 3 critiques, c'est fou. Mais là on parle de Black Panther, c'est une exception, c'est bien plus que ça. Ou alors c'est juste Wonder Woman 2. Mais en lieu et place des femmes, on se la branle bien comme il faut avec les noirs. Marrant d'ailleurs de voir des noirs qui pointaient du doigt le fait que l'enthousiasme autour de Wonder Woman était dû à ce woman empowerment dont on est témoin ces dernières années. Bastien sait de quoi je parle. Ici, c'est pareil mais sur la question de la représentativité. Et d'un coup, les petits gars, ils ferment bien leur gueule et s'enthousiasment aveuglément devant le film de Ryan Coogler à coup de « C'est bien la diversité, bravo !» Perso, j'attends l'avis des hispaniques, asiatiques et arabes américains. Mais depuis le coup du Oscar So White, on a bien compris qu'ils n'en avaient rien à foutre. Mais vu que tout le monde a décidé de porter leurs œillères en forme d'hypocrisie, alors... Comprenez-moi bien. J'entends beaucoup parler de l'importance culturelle du film et je suis tout à fait d'accord avec ça. Des films quasiment 100% afro-américains, il y en a un paquet, mais généralement ça sort nulle part ailleurs qu'aux USA et surtout dans l'indifférence totale de la part du public non noir. En tête de proue, on a Tyler Perry et c'est Madea. C'est un peu leur tuche à eux, si vous voulez. Et je plaisante pas du tout. D'ailleurs, l'ami Tyler Perry est dans
Pardon, je suis en train de crever. Dans Gone Girl de David Fincher, quand il a été annoncé, on était tous genre... l'avocat, c'est ça? Ouais, on était tous putain, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ce mec est naze, il va se déguiser en meuf ou quoi? Et il était très très bon dans le film, donc ça prouve que c'est dommage qu'il soit cantonné à ça. Mais il les écrit, il les réalise les films, donc c'est pas comme s'il était obligé. Voilà. Cette importance culturelle, elle est réelle, mais quid du cinéma? Parce que c'est de ça qu'on parle au départ. Mais non, le truc est parti en couille. Comme avec Wonder Woman, première super-héroïne à l'écran. On s'en fout de Supergirl. Bon, ok, en vrai, on s'en fout de Supergirl. Mais là, Black Panther, c'est le premier super-héros noir, quoi. On s'en fout de Blade. On s'en fout de Meteor Man. Putain, les mecs, le respect, quoi. Vous en avez fait quoi? Meteor Man, quand même. Bordel, soyez un peu respectueux du travail des autres. Bref, les mêmes reproches faits à Wonder Woman pourraient être faits à Black Panther, mais ça ne sera pas le cas. Et vous savez pourquoi? Parce que le bougre a le logo Marvel au début de son film. Bien lui en a pris. Les reproches, c'est que Wonder Woman a suscité un enthousiasme exagéré pour cause de féminisme et autres raisons débiles. Et c'est vrai, bien sûr. Quand on entend que c'est le meilleur film de super-héros, qu'il est parfait, inattaquable, et oh mon dieu, il n'est pas nommé aux Oscars. Putain les gars, on va se sortir du cul 2 secondes, ok? Bah, Black Panther, c'est pareil. Est-ce qu'applaudir la représentativité signifie forcément hurler au génie? Bien sûr que non. Mais si on n'aime pas Wonder Woman, on est sexiste. Et si on n'aime pas Black Panther, on est raciste. Vous comprenez pourquoi je disais bonjour aux racistes au début de l'émission maintenant? J'étais en train de faire du teasing. Putain, je suis trop fort. Heureusement, je parle ici d'une minorité. Mais une minorité très conne et donc forcément très bruyante, ce qui est toujours gênant. Là, je vais aller me racler bien la gorge parce que je suis en train d'étouffer. Est-ce que vous pourriez faire un petit jingle à la bouche pendant que je disparais? Bien entendu. Alors là, voilà, il est en train de se racler la gorge. Il va revenir avec encore plus de fiel pour la deuxième partie de cette chronique. Voilà, je suis là. Bref. Vu que les deux films partagent beaucoup de similarités, je vais refaire un peu la même critique, c'est-à-dire en prenant certains points abordés pour les démonter, pour le fun, voyez-vous. Alors attendez monsieur Seth, parce que cette technique de reprendre la même critique mais en changeant les choses, Bastien l'a déjà utilisée dans une émission précédente. Avec This Is Us et je sais plus quelle série sur des pecnos anglais là. Ah oui, The World. C'est vrai. Voilà, excusez-moi. Donc... l'humour, on nous dit que le film est beaucoup plus sérieux que la moyenne des Marvel et qu'il y a moins de blagues en général, mais surtout pas de blagues venant désamorcer un moment dramatique. Bien. Est-ce vrai? Bah en fait non. 80% des dialogues de Shuri, la sœur de T'Challa, sont des blagues. Elle n'arrête quasiment jamais. En fait, c'est le comic relief du film. Et c'est par moments assez insupportable. On a aussi un léger running gag du Don't freeze, I never freeze. Ou encore un magnifique Ouvre encore ta bouche et je te donne à manger à mes enfants. Petite pause dramatique. Lol, mais non, on est végétarien. Et dans un autre, c'est horrible. Et dans un autre genre, on a aussi le mec qui a bien failli crever, mais ça va, il fait froid, alors vite, il demande une couverture. J'ai envie de vous spoiler la scène pour vous expliquer celle-là. Ah bah vas-y. Alors en fait, tu redécèdes. C'est pas trop spoiler de toute façon, parce qu'on se doute tous que c'est pas arrivé. Donc à ce moment-là, le méchant il arrive et il pète la gueule à Black Panther, et Black Panther, on pense tous qu'il est mort. Mais en fait, il est pas mort. Il est dans un coma, il a été retrouvé par le monsieur qui dit ouvre ta bouche, je te fais manger à mes enfants, et en fait non, il est végétarien. Et il décide de lui sauver la vie, et pour ça, il tente l'absolu, le truc qui va peut-être le tuer s'il rate. Et donc il est complètement enseveli sous la neige. Et il revient à la vie et tout, et ouais, c'est bon, je suis là, mais putain, qu'est-ce que j'ai froid. Donc là, t'es quand même sur un moment purement dramatique où le mec a quand même failli crever, et il est revenu, et puis tu te prépares au climax, et ça se finit sur une vanne. Donc quand je disais au départ que tout le monde te dit il n'y a pas de blague qui vient désamorcer un moment dramatique, si, ça à ce moment-là, c'est quand même un moment où tu te dis putain, ça y est, le héros est de retour, quoi. Et il te le gâche avec une blague à la con. Donc voilà. En bref, de l'humour, il y en a à péter dans le film, moins que dans les 3 derniers Marvel, Gardiens de la Galaxie, Spider-Man et Thor, mais quand même. Ensuite, on nous vante un film plus indépendant que les autres. Un film qui ne nécessite pas d'avoir vu un seul film du MCU pour l'apprécier. Vrai? Je suis pas vraiment sûr. Parce que c'est facile de dire qu'on peut le voir sans avoir rien vu d'autre, quand on a vu tous les autres justement. Les références au vibranium en Sokovie ou leur relation entre T'Challa et le personnage de Martin Freeman, c'est pas un flashback sur la mort de son père qui suffira. Là, on a quand même Avengers 2 où le personnage de Ulysses Klaue alias Andy Serkis était introduit, et Civil War. Alors c'est sûr, je pense que ça gêne. Je pense pas que ça gêne à la vision du film, mais ça reste un plus que le spectateur qui n'aura rien vu d'autre ne saisira pas forcément.
D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai du mal à situer une des scènes post-génériques de Civil War où Captain America et T'Challa sont au Wakanda, puisqu'au tout début de Black Panther, T'Challa vient à peine de revenir, seul. Donc bon, voilà. Un dernier point et après je vous parle du film en lui-même. On nous dit que Black Panther est un film de Ryan Coogler à 100%. Vrai ? Bah, pas trop non plus en fait. C'est un pur film Marvel, comme quasiment tous les autres, dans sa forme comme dans son fond. Il y a juste une plus-value africaine, dans le décor, les costumes et évidemment le casting. Mais sinon, bah, c'est un jeune réalisateur qui sort de l'indépendant. 2 films à son actif, puis bam, on le balance sur un film à 200 millions de dollars. Comme à peu près tout le monde depuis la fameuse phase 2, quoi. Chaque film doit exister dans sa forme de manière à créer une homogénéité. C'est pas facile à dire comme mot. Puisque c'est le même univers qui doit se retrouver de film en film. Quand tu vas sur une autre planète, tu peux te permettre, comme les Gardiens ou Thor, quelques extravagances. Mais sinon, t'es tout de suite limité. C'est vrai que le Wakanda offre cette opportunité, en partie, surtout dans des scènes oniriques. Je vais appeler ça comme ça parce que je sais pas trop comment les définir autrement. Mais à aucun moment, c'est ce que tu vois dans la bande-annonce que certains comparaient un peu à Avatar. Avatar, ouais. C'est vraiment des très belles scènes, mais elles ne sont pas dans le monde réel, en fait. Mais à aucun moment devant le film, je me suis dit qu'il avait la patte de Coogler, puisque le gars n'a, et c'est pas lui faire offense que de dire ça, pas encore de patte. D'ailleurs, tout ça, c'est la raison pour laquelle Edgar Wright, qui a un vrai langage visuel, a finalement été dégagé de Ant-Man. Quand ça s'est produit, ça m'a fait chier parce que je voulais voir ce film, mais j'ai pas été étonné. Dans les conditions du MCU, Wright ne pouvait pas exister parce que lui a un style, un vrai. Pas comme Coogler. D'ailleurs, vous savez où elle se trouve la patte des mecs ? Dans l'écriture. C'est surtout là qu'ils existent. Qu'on aime ou non Iron Man 3, impossible de nier que c'est du Shane Black. Et du Kevin Feige aussi, mais on revient à ce que je disais avant. Et je ne doute pas un instant que Coogler y a mis tout son cœur sur Black Panther, parce que j'ai beau être assez critique, ça reste un des meilleurs Marvel. Oubliez le stand-up de Shuri, et on est dans une petite histoire shakespearienne qui tient plus que bien la route. Les séquences d'action sont sympas, bien que par moments illisibles, et elles sont finalement assez peu nombreuses. C'est un vrai film de personnages. Mais si on vient voir le roi T'Challa, interprété par Chadwick Boseman, on reste surtout pour Killmonger, le méchant du film. Michael B. Jordan, les gars. Le mec bouffe l'écran, qui fait de l'ombre à Boseman, tant l'acteur que son personnage. C'est bien simple. Si le MCU a toujours eu du mal à avoir des méchants à la hauteur, ça y est, c'est fait. Killmonger, c'est le meilleur bad guy de la franchise. Il y en a eu quelques-uns qui étaient pas mal avant ça, comme le vautour au crâne rouge, mais là, c'est un tout autre niveau. D'ailleurs, c'est super frustrant qu'il ne soit présent à l'écran que 5 grosses minutes sur la première heure. Par contre, léger spoiler, mais c'est pas non plus très grave, c'est bien de l'avoir tué. Je m'explique. Dans le cas contraire, ça sentait le coup de Loki à plein nez. Sans être, contrairement à ce qu'on peut lire, le meilleur méchant du MCU, Loki était un excellent personnage dans le premier Thor. Il était surtout une figure tragique. C'est dans Avengers qu'il devient le méchant. Et il est naze. Puis on le revoit encore et encore. Tout ça parce que l'ami Tom Hiddleston excite les petites filles. Au moins Killmonger ne connaîtra pas ça. Il était et restera excellent. Oh, my friend Tom Hiddleston. Oh, little girl. Oh, yeah, I like it too. On a Woody Allen avec nous. Oh. Bonjour Woody. Hi, friends, French people. Est-ce qu'il y a un serpent dans ta botte? Yeah, my clarinet. It's not my clarinet, little girl. It says, yeah, you can blow in. Bravo, félicitations. Merci à Woody Allen d'être venu dans l'émission. Oh yeah, okay. Bon, après, il y a des ratés, hein. On a, à moins que Woody ait encore quelque chose à dire, je sais pas. No, not now. Maybe later. Donc après, il y a des ratés, hein. T'as Daniel Kaluuya, le mec de Get Out. L'écriture du perso est complètement bâclée. En gros, il est pas content, il fait du boudin dans son coin, et là, on lui donne ce qu'il veut, et hop, trahison peinard, sans aucune nuance, rien à branler. Donc t'as un peu tout d'un côté avec Killmonger, puis t'as rien de l'autre avec lui. Remarque, ça joue aussi niveau talent d'acteur. Donc ouais, Black Panther c'est bien sympathique, mais pas le meilleur Marvel et encore moins un chef-d'œuvre comme certains le disent. C'est cool de découvrir la culture africaine dans un gros budget comme ça, tout ce que vous voulez. Hein. Mais s'il vous plaît, ne mélangez pas votre militantisme à votre cinéphilie, les gens. C'est ridicule et ça se voit. Parce que si on est sérieux 2 secondes, il y a une raison, et une raison seulement de voir Black Panther. Il y a Andy Serkis qui chante What is Love de Hadaway. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. Don't hurt me no more.
Ah ouais, Et et ça, donc c'est ils ont réussi à caser ça dans le film. Ouais. Bah, il Parfait. s'éclate, hein, Andy Serkis dans le film. Ah, pas facile. Ouais, et donc pour le petit bonus, un petit aparté rapide, si vous voulez un Marvel avec moins d'humour, un récit bien plus sérieux et un discours politique pas trop complexe parce qu'on est avant tout dans un divertissement, vous voyez les 3 Captain America. Pour moi ce sont les 3 meilleurs films du MCU. Même Civil War, en dehors de la grosse baston entre les Avengers, c'est calme au niveau des blagues alors qu'il y a quand même Tony Stark pour faire rigoler les petites gens. D'ailleurs l'écriture de Stark dans ce film et la performance de Robert Downey Jr. est un des gros points forts du film. Aussi, je terminerai là-dessus, l'emballement démesuré crée une réponse négative. Parce que comme j'ai dit, je l'ai aimé, pourquoi est-ce que je passe autant de temps à être négatif? Parce que je dois répondre un petit peu à cet emballement complètement débile. Un de mes Marvel préférés, c'est Ant-Man. Je sais, c'est dingue. Alors que le film ne pisse vraiment pas très loin. Mais pourquoi alors? Parce que c'est un petit film sans prétention qui s'est vendu comme tel et jamais rien d'autre. Avengers 4, ce sera le parrain du film de super-héros, les gars. C'est pas moi qui le dis, hein, ce sont ceux qui le font. C'est complètement taré et forcément ça crée une attente démesurée à cause de l'ambition du projet. Sauf que l'ambition du projet, bah voilà quoi. J'aime bien la majorité des films Marvel et Bastien aime bien tapoter son bâton sur mon trou de balle par rapport à ça. Mais faut pas oublier que je les prends pour ce qu'ils sont et non pas ce que certains voudraient nous faire croire qu'ils sont. Et Ant-Man, contrairement aux autres, n'était pas le meilleur Marvel depuis 3 mois avant la sortie du précédent. Croyez-moi, ça fait toute la différence. Alors, donc là, t'as fini de parler du film et tout? Oui. Ok. On a peut-être 2-3 petites questions à te poser avec Bastien. Un petit mot sur la BO du film, Seb? Ou alors je peux m'y coller vu que moi j'ai pas vu le film, mais la BO je l'ai quand même pas mal écouté. Bah de toute façon moi je suis pas fan de rap, Kendrick Lamar et compagnie, Ouais. donc je ne Ouais. suis pas expert en ça. Non, moi non plus, mais j'imagine que ça doit quand même être relativement discret dans le film, ça doit pas être des morceaux toutes les 5 minutes ou comme on peut s'imaginer quoi. Le thème principal qui est fait par Gerwig Markic, Oui, j'ai le vu, mec qui fait effectivement. le mec qui a fait la musique de Creed et pour Ryan Coogler et qui a fait la musique aussi de Community. Le thème principal est assez pompier, tu l'entends très souvent, très fort, il est pas mal, mais honnêtement, à part le générique de fin et ce genre de trucs, le Kendrick Lamar et compagnie, j'ai pas vraiment fait gaffe moi. Dans le film, ouais, c'est bien ce qui me semblait. Ouais, après, donc voilà, je vais toucher 2 mots vite fait sur la BO. Déjà, ça me fait, je tiens à dire que ça fait plaisir de voir qu'une BO de film intégralement inédite a été entièrement composée pour le film. Je pense que ça faisait quand même belle lurette qu'on n'avait pas eu le droit à ça pour un gros projet. Et puis c'est beaucoup plus difficile d'écrire des morceaux 100% inédits pour un film plutôt que de piocher dans des trucs déjà existants, même si effectivement des fois ça peut faire plaisir aussi. Coucou Tarantino entre autres. Mais voilà, ouais, pour le coup, en plus c'est le parrain du rap américain, celui qu'elle vend en poupe en ce moment, à juste titre, l'ami Kendrick Lamar, qui a fait, je pense, je crois qu'il a produit 100% de l'album. Il est sur quasiment les 3/4 des morceaux, et après il a invité 2-3 potes à lui. Il y a The Weeknd, il y a encore des gros noms et des jeunes pousses en devenir aussi qui sont là. La BO est franchement chouette, elle tient très très bien la route, donc forcément, puisque ce sont des morceaux vocaux et donc pas uniquement instrumentaux, c'est pas le score, c'est vraiment le soundtrack. Et là pour le coup, la BO cartonne aussi, j'ai vu qu'elle aurait même le droit à son pressage vinyle. Et donc voilà, tout ça participe effectivement au retentissement du film dans le monde. Et je pense qu'ils ont eu le nez creux de confier ce boulot à l'ami Kendrick. Ouais, bah ça va avec tout le reste du film, puisque j'imagine que Kendrick Lamar est black, et j'imagine que tous ces autres gens sont black, et que c'était vraiment l'idée de faire un film 100%, presque 100% en tout cas, voilà, afro-américain. Et moi je trouve ça très noble, hein, ça me dérange pas, c'est juste que derrière, je vois pas pourquoi ça me dérangerait d'ailleurs, parce que tu vois, quand je parlais des films, en dehors des Madea, j'ai vu d'autres films qui sont 100% afro-américains et qui sortent pas chez nous, et en fait tu mettrais des blancs à la place, ce serait exactement la même chose, c'est même pas des trucs avec critique raciale ou ce genre de trucs comme pouvait le faire ou fait encore d'ailleurs Spike Lee. C'est pas du tout le but de l'entreprise, c'est juste faire des films, point. Je pense au Funk Like a Man, ils en ont fait 2 ou 3, je sais plus. J'ai vu ça, c'est pas extraordinaire, ça s'oublie aussi vite que ça s'est vu, mais ce serait exactement le même film avec des blancs, donc on s'en bat les couilles. Et donc ouais, je trouve quand même que c'est vraiment cool de faire le truc comme ça, mais derrière il y a une hypocrisie absolue, on te parle de la diversité, on applaudit le truc.
Mais c'est comme le Oscar So White, j'en parlais dans le truc. Je me souviens à l'époque ce qui s'était passé. T'as l'annonce des Oscars, ça se fait aux États-Unis, c'est 6h du matin à Los Angeles. Donc les gens dorment. Logique. Et nous en Belgique et en France, c'est le milieu de l'après-midi. Et là, t'as tout le monde qui pète un câble sur Twitter. De Lego Movie a été snobé. C'est fou. Et pendant des heures et des heures, c'est ça, en boucle. Puis les Américains commencent à se réveiller et t'as les blacks qui disent il y a que des blancs. Et là, t'as tous les gens qui parlaient de Lego Movie en France qui arrêtent complètement. Ouais, racisme, c'est pas bien. Les gars, vous êtes complètement cons, vous êtes hypocrites parce que à chaque fois, j'arrête pas de penser. Ok, depuis, on a fait gagner des noirs pour le côté politique, pour qu'on arrête de parler, etc. Et on parle de diversité, bravo, c'est tout. Mais putain, les Asiatiques. Et les hispaniques, etc. Tout le monde s'en bat les couilles. Et j'ai l'impression d'avoir un énorme morceau d'hypocrisie derrière toute cette affaire. Et je trouve ça ridicule, quoi. Ça sera peut-être les prochains. Hein. Mais est-ce que dans le Marvel Universe, il y a un héros asiate? Bah, le Asiat, je sais pas. Mais en tout cas, le nouveau Spider-Man, il est noir hispanique. Enfin, déjà, il est noir, donc forcément, ça aide pas des masses, mais... Comme ça, j'avais lu une excellente blague, c'est Spider-Man pourra s'arrêter pour ses crimes. Ça m'avait fait marrer. Voilà, ça sera un court-métrage, ça durera 5 minutes, ça sera très bien. Ok, bah écoute, en tout cas moi ça me tente pas mal. En plus le film il casse la baraque. Bon bah voilà, pour des bonnes ou des mauvaises raisons, ça à chacun de le voir effectivement. Non, il a l'air d'être vraiment plutôt sympa. Coogler, faut quand même rappeler que c'est celui qui nous a relancé la saga Rocky avec Creed. Ouais, qui s'est barré, donc ça va se rétamer la gueule sur le 2, je le sens. C'est possible. Mais bon, sinon voilà. Pour le box-office, moi je pense pas que le succès soit pour de mauvaises raisons. En fait, c'est juste les critiques qui sont dithyrambiques pour de mauvaises raisons. Je pense que t'as certains qui peuvent pas accepter l'idée qu'on puisse critiquer le truc sans être un peu raciste. C'est complètement con, tu peux ne pas aimer le film pour 1 milliard de raisons. Et donc les critiques, souvent positives pour de mauvaises raisons, mais le film est vraiment pas mauvais. Et le box-office, je pense qu'il y a pour le public noir américain, c'est quand même un événement, quoi. C'est parce que Blade, j'en parlais. Mais c'est vrai que Blade, c'est juste Blade, tout le reste du casting était blanc. C'était confidentiel à l'époque, on n'avait pas encore eu la grosse vague de super-héros. C'est lui qui a été le premier, juste avant X-Men et Spider-Man. Hein. Ouais, et en plus je pense qu'il était quand même relativement gore, donc il devait y avoir une interdiction au moins de 12. Ouais. Donc voilà, ça avait limité un petit peu, ça s'était tiré un peu une balle dans le pied à l'époque, mais bon, en même temps les mecs tâtonnaient, hein. C'était pas encore la grosse folie comme maintenant. Donc Bastien, je sais pas, qu'est-ce que tu penses de... Ouais, non, moi je vais être concis, de toute façon c'est juste pour dire en fait que je suis assez admiratif d'entendre Seb chroniquer tous ces films de super-héros dans Bug. Ça me fait penser un peu à moi justement quand je parle de The E-Word. Ces espèces de chroniques où tous les interlocuteurs en fait se foutent complètement de ce que tu dis. Malgré le cœur que tu as mis à écrire ta critique, et on sent que le temps que ça t'a pris. Et donc pour ça, Seb, bravo et chapeau. Merci. Continue les chroniques de super-héros. Yeah, well done, Seb. Yeah. Merci, Woody. Yeah. Oh, ok. Bon, bah voilà, je pense que du coup, on peut passer à la deuxième partie de l'émission avec la chronique non préparée de Bastien. C'est toi, Bastien, vas-y. Bastien n'a jamais rien préparé de sa vie. De toute façon, c'est une feignasse. Regardons un petit peu ce que j'ai regardé ces derniers jours. Ah bah tiens, revenons sur... Ça c'est préparé. Revenons sur le dernier film Netflix, Mute de Duncan Jones. Parce que donc... dis que c'est génial. Les gens attendaient ce film et tout le monde en a dit tellement de bien au final. Donc je l'ai regardé. Alors effectivement c'est nul. Mais après, on peut pas dire que le film mérite la violence de ce qui s'est pris dans la tronche quand même. Parce que c'est vrai que le film, tu le regardes et à la fin, tu te dis pourquoi cette histoire, pourquoi ça, pourquoi le futur, pourquoi ces personnages, pourquoi quoi. Tu n'as pas aimé la coupe de cheveux de Justin Theroux? En plus, c'est vrai que c'est dommage parce que le casting est quand même assez sympathique. Je me permets de te couper, Paul Rudd est exceptionnel dans le film. Hein. Bah ouais. Ouais, bah non, il est exceptionnel.
Après, oui, donc ce qui est bizarre, c'est de scander, effectivement, on a l'impression de voir 2 films en un, avec donc Justin Theroux et Paul Rudd d'un côté, et puis notre ami Eric de True Blood, dont je ne retiendrai jamais le nom. Skarsgård. De l'autre côté. Ouais, voilà. Et donc ils sont chacun dans leur film, et à la fin ils se rencontrent, et en fait l'histoire qui se croise, t'as l'impression de voir un thriller, un polar classique, mais en fait tout ça est retranscrit dans un futur donc à la Blade Runner, et tu comprends pas trop pourquoi ils ont fait ça en fait. Bah, Voilà, ils ont peut-être réutilisé les décors de leur série qui leur a coûté une thune, Netflix. Altered Carbone ou je sais pas quoi là. Carbone. Ouais. Et, ce qui est dommage, c'est que en plus c'était un des projets chéris de Duncan Jones. Je crois que même qu'il avait déclaré que c'était le premier scénar qu'il ait écrit, et que c'était vraiment un truc qu'il attendait de faire depuis des années, quoi. Ah bah ça sent que c'est le premier scénario oui, écrit, quand même. Putain. Puis c'est ça qui explique la déception aussi des gens, je crois, parce que du coup il a créé un Moon Universe en rapport à son premier film justement, où du coup celui-ci fait écho, enfin il y a un clin d'œil. Chose qui ne sert à rien. À l'époque, ouais, absolument rien. Parce que moi du coup Moon je m'en souviens pas trop, mais dans Mute, on voit juste le personnage de Sam Rockwell à la télé, puis voilà, quoi, c'est tout. C'est ça. Ouais, et quand Y a il vient pas de d'autres revenir sur références. Terre après le film, et il y a un procès avec la société qu'il avait envoyée dans l'espace et qu'il a cloné, et c'est tout, quoi, c'est tout, ça dure 35 secondes, quoi. J'ai pas compris l'intérêt de placer les 2 films dans le même univers. Donc il y aura un 3e volet a priori qui se passe dans le même univers, mais on sait pas trop ce qui relie ces univers. Donc, Ah ouais, carrément. Ça, j'ai été passé à côté de cette info, quand même. Vu le succès de Mute, c'est peut-être un peu compromis, cette histoire. Enfin, tout ça aussi pour dire que l'année 2018 commence assez mal pour Netflix, qui enchaîne un petit peu les échecs là. Ouh là là, oui. Oui. Les retours sont pas très bons sur tout ce qu'ils produisent un peu en ce moment, donc espérons que Mais je sais plus ce qui arrive, mais on en parlait justement, Bastien, hors antenne, comme disent les professionnels. Mais à mon avis, le film de Scorsese, The Irishman, ça sera un tournant pour eux, quoi. Ça va vraiment être, à mon avis, une date clé pour la suite des affaires, quoi. Donc voilà, je referme le sujet Mute. Ne le regardez pas si vous avez peu de temps à consacrer à ça dans votre vie. Mais voyez-le si, Pour comme regarder moi, les vous choses. voyez tout ce que fait Paul Rudd. Parce qu'il est vraiment très bon dans le film. Et la dernière demi-heure est Et la carrière de interminable. Je sais Duncan. pas si t'as pensé comme moi. J'avais trouvé la première heure et demie chiante, mais la dernière demi-heure, c'était infernal. C'était infernal, ça ne s'arrêtait plus. J'avais l'impression que le film allait durer encore 4 heures. En plus, ouais, c'est vrai que le film dure 2 heures 7, un truc comme ça. pleines, hein, je crois. Ouais. Donc c'est assez long. Et du coup, la carrière de Duncan Jones, quand même, sent grave le moisi depuis quelques temps. D'ailleurs, c'est Là- très bien qu'il ait changé, qu'il ait gardé du coup son vrai nom de famille, et qu'il n'ait pas abusé du nom de son paternel, de son nom de scène, du nom de scène de son paternel, comme ça, du coup, Johnny le Hallyday nom n'est pas trop souillé. Bah, il est un peu souillé parce qu'à la fin du film, du coup, il dédie ce film à son père et à sa nounou, je crois. Donc, Et à sa nounou. Très bien. ouais. Ah, ça sent les premiers émois sexuels, ça. Ouais, c'est possible. Moi, ma première nounou, Bah, c'était ensuite, ma belle-mère. Mon père s'est barré avec elle, et donc voilà. Enfin, en même temps, je l'aurais pas baisé, mais bon. C'était pour un anecdote perso. Vous en faites ce que vous voulez. Yeah, the little girl. Bastien, ensuite. Bon, César oblige, j'ai regardé vendredi soir pendant la cérémonie même, puisque je voulais pas m'infliger la cérémonie des Césars, et je me suis dit, bah tiens, je vais regarder le dernier Dupontel, puisque il est arrivé. Et je me suis dit, comme ça, quand le film va se terminer, je vais enchaîner peut-être avec la victoire de ce dernier, même si je n'y croyais pas trop, parce que je me disais que Dupontel n'avait certainement pas la carte des Césars, et je ne me suis pas trompé, puisque finalement, il n'a pas gagné le meilleur film. Alors, Et d'ailleurs, bon. attends, justement, petite précision, si j'ai bien compris tout le règlement, vu qu'il avait gagné meilleur metteur en scène, il ne pouvait pas gagner meilleur film. Ah ouais, il y a ça. Ouais, je crois qu'il y a une règle qui est tout à fait nouvelle, où effectivement le meilleur metteur en scène ne peut pas gagner aussi meilleur film. C'est complètement con. Oui, alors je suis 95% sûr de cette histoire, hein. On va mettre Gilles Verdez sur le coup. Et... Oui, je suis là, je vais mettre un con. Notre fin lignée. Avec un nez pareil en même temps. Il les renifle les scopes. Donc, au revoir là-haut, j'y allais un peu à reculons. Pourtant, je suis fan de Dupontel et de ses films en général. Mais là, le sujet
tout ce qui est en rapport en général avec les films d'époque de guerre, surtout, c'est pas ma tasse de thé. Donc celui-ci, je me suis dit que ça allait peut-être pas être trop fait pour moi. Et au final, j'ai passé un très bon moment devant. Le film est très réussi quand même, il faut le dire. C'est ambitieux. Ça, je crois qu'on l'a bien compris, hein, tout le monde n'arrêtait pas de le répéter. Après, ce qu'on peut lui reprocher, c'est le côté un peu trop scolaire du film. C'est un côté film pour les écoles, à montrer aux écoles. Mais en même temps, ça lui donne aussi un côté un peu classique instantané, je trouve. Le film, justement, il réussit tout ce qu'il entreprend, notamment du côté de l'humour, je trouve, qui est très bien dosé. Parce que donc, Dupontel est plutôt connu pour ses films avec de l'humour. Ah ouais, c'est ça. C'est ça qui est bizarre, c'est que tu dises que ça soit un film fait pour les écoles, et quand tu connais les premiers travaux de Dupontel, parce que je trouve que ce qu'il a fait après, c'est quand même beaucoup plus consensuel. C'est un peu... est-ce qu'il s'est rogné, je ne sais pas, mais moi je sais que 9 mois ferme, par exemple, franchement, ça m'avait vraiment déçu, quoi. Et du coup, le sujet est effectivement beaucoup plus sérieux, mais il laisse quand même un humour. Mais après, effectivement, c'est plus un humour frontal et violent ou punk, comme on pouvait le dire à l'époque de Bernie. Là, c'est plus naïf, plus chaplinesque, parce qu'on sent beaucoup la référence à Chaplin et à Buster Keaton aussi dans celui-là. Donc, il y a quelque chose d'un peu plus inoffensif, mais qui rend le film... plus accessible et plus classique. Qui peut passer en prime time sur TF1, quoi. Ah ouais, c'est ça, un peu ça qu'ils disaient les gens, que c'est un peu un film du dimanche soir, mais quand même un film du dimanche soir qui a de la gueule. Et après, il y a un truc qui m'a perturbé aussi un peu dans le film, c'est du coup, parce que Dupontel joue dans le film, et à la base ça devait pas être lui, et apparemment à 2 mois du tournage, l'acteur qui devait interpréter ce rôle-là s'est désisté, donc c'est lui qui a repris le rôle. Et en fait, quand il joue Dupontel, il fait du Dupontel, donc c'est assez perturbant en fait dans le film des fois. Je vois ce que tu veux dire. Ouais. Surtout quand on connaît bien son spectacle, il a un peu les mêmes intonations. Ouais, c'est ça, il a une diction particulière et tout, et c'est vrai qu'on a l'impression que des fois ça peut partir en vrille, quoi. Ouais. Et du coup, lui, il se disait que c'était un peu justement le défaut de son film, c'était qu'il aurait préféré que ce soit pas lui qui joue ce rôle-là, parce qu'il retournait un peu dans une certaine facilité finalement à rejouer un peu ce qu'il avait déjà joué. Mais après, je le conseille, je pense que c'est... j'ai pas vu 100 battements par minute, donc qui a remporté le César du meilleur film. Tout à fait. Mais... ça sera dans notre spécial. Ça sera dans notre spécial, ça. Comme on est quand même des gens très sérieux, on peut avoir un avis sans avoir vu les films, et je pense que... Au revoir là-haut est hautement plus intéressant que 100 battements par minute. Est-ce que tu l'as vu, Seb, Non. Au revoir là-haut? Non. Je ne suis pas très fan de Dupontel à la base, donc je suis moyen emballé. Je le verrai à un moment ou à un autre, mais je suis pas pressé. Je peux se comprendre. Ouais. Moi, en plus, niveau mise en scène, vraiment, comme toujours chez Dupontel, il y a plein de mouvements de caméra, c'est énergique dans sa façon de... Ah ça c'est sa marque de fabrique. Ça change... Ouais, ça change. Alors, ensuite, il y a un super-héros, on va rentrer dans... Savoir si je regarde ou pas. Non, mais du coup, il y a l'acteur de 100 battements par minute, comme vous avez dû le comprendre à la cérémonie, qui était donc... Lui, il y allait tranquillouze à la cérémonie, puisque il était dans les 2 films. Bravo à lui. C'est le petit Argentin ou je sais pas quoi, là? Ouais, c'est ça. Le petit Argentin. Comment tu l'as? Enfin, je sais plus s'il est argentin. Le petit Argentin. La petite merveille. Alors, en tout cas, le film a été un succès aussi au cinéma, et donc apparemment Dupontel va pouvoir tourner une suite à nouveau. Non, pas une suite. Parce que, Au revoir là-haut 2. Il y a une suite. Maintenant, il est en bas. Avec le petit Argentin, Lionel Messi. Il va pouvoir tourner un petit peu plus vite qu'à une époque, parce que je me souviens qu'entre le créateur et Enfermé dehors, je sais plus combien d'années ça s'est passé, mais genre 8 ans. Très long. Ouais. Donc là, le rythme est un peu plus soutenu, et espérons-le, puisque Dupontel est quand même un de nos talents français au final. Et en plus, alors l'auteur du bouquin de base, Pierre Lemaitre, voilà, merci. J'ai vu qu'en plus il avait également le vent en poupe, parce qu'il y a un autre de ses bouquins qui sera adapté cette année au cinéma par l'ami Nicolas Boukrieff. Donc il n'a pas que des manchots qui s'occupent de son travail, ce pépère. Appelons Maïwan pour voir ce que ça fait. Oh putain.
Ensuite, on va parler de 3 films qui ont un rapport à la cérémonie des Oscars qui se déroulera cette nuit. Donc demain, Donc, là, hier les- matin, attendez, oh non, je perds du temporellement. Ce matin. Non, ce matin, voilà, par rapport à la date de diffusion de l'émission. Mais à l'heure où vous écouterez notre émission, le résultat sera déjà tombé, donc tout ce que je vais dire va peut-être Tombé à l'eau. tomber. Vas-y, juste un avenir. Donc, Comme le, et justement, comme le petit comme tout Grégory. tombe à l'eau, vous me faites le lien avec la forme de l'eau Oh, de oh. l'ami Guillermo del Toro. Tu viens de qui boire un peu d'eau. fait donc- Pardon. Alors, qu'ai-je pensé de ce film? Alors, faut savoir déjà qu'à la base, Guillermo del Toro, je suis pas un grand fan de son travail comme nombre de nos amis critiques dans le milieu. Pardon, en Le fait, tu m'as labyrinthe raclé de- vraiment la gorge parce que c'était pas par rapport à ce que je dis. C'est parce que je suis encore en train de décéder. À part le labyrinthe de Pan que je considère effectivement avec beaucoup de qualité, le reste de la filmographie me laisse pantois. autant dire. Tu n'aimes pas Hellboy? Alors, la forme de l'eau. Ah, moi j'aime bien les deux Hellboy. Moi j'aime bien tous ces films. Je les ai vus. Je les ai vus, mais je les ai pas revus. Donc, ça pose un problème quand même, je pense. Un peu. Donc, la forme de l'eau, on va rentrer plutôt dans la catégorie justement du labyrinthe de Pan et puis de l'échine du diable, dans son côté un petit peu plus sérieux, un petit peu plus intimiste, puisque donc il a une carrière en 2 parties, le Del Toro, alternant les films à gros budget et les films un petit peu plus classiques. Même si là, je pense que La Forme de l'eau, c'est un film qui a quand même coûté sa petite somme. Ouais, mais pas moins par exemple que La Petite Famille de Danny Boone. Ça a coûté moins cher pour te situer un peu le truc. D'accord. Voilà. Alors, j'ai regardé le film et à la fin du film, je me suis dit, ouais. Donc, le film est réussi, mais il y a beaucoup de mais pendant tout le film où je me suis dit, le problème, c'est que le film suit un schéma extrêmement classique, si vous voulez, dans son déroulement, dans son histoire. Le film est jamais surprenant. Et à part peut-être tout ce qui est en rapport à la nudité, qui est quelque chose que j'avais pas l'habitude de voir dans le cinéma de Guillermo del Toro, je crois. Ah, il y a de la boue. Là, il y a- Ah, il y a de la chatte. Là, ouais, il y a du ticket métro, il y a un rapport à la sexualité un peu plus frontal qu'à son habitude. Mais après, au niveau du film en lui-même, j'ai l'impression qu'il cochait un petit peu toutes les cases de son cinéma. Et pour peu qu'on le connaisse un petit peu, bah, du coup, on n'a pas vraiment été surpris. Est-ce que, Et- du coup, les critiques utiliseraient le terme de film somme. Ouais, le film somme ou ouais. Mais après, si tu veux, le problème c'est que quand on lit parce que les critiques sont extrêmement bonnes sur le film, il est même quasiment le favori Ouais. pour ce soir. En tout cas, il est celui qui est le plus nominé. Et ce qu'on lui, en général, le grand mérite qu'on lui donne à ce film, c'est son émotion. Et moi, j'ai jamais été ému pendant tout le film, ni par l'histoire d'amour, ni par le dernier plan où tout le monde disait « Oh, le dernier plan, j'ai lâché ma larme, c'est trop beau et tout ». Bah, moi, non. Pourtant, je suis quelqu'un d'assez réceptif en général à ce genre de choses. Et là, pour le coup, j'ai pas été plus transporté que ça. Alors Seb, toi, je sais que tu as vu aussi Ouais. le film. Ouais, moi, je suis un grand, Est-ce qu'on- grand, grand amoureux de Del Toro, donc Ouais. je dois avouer que Pacific Rim, je l'aime énormément pour des raisons différentes, des raisons qui font que j'aime les autres films du mec. Après Crimson Peak, la première fois que j'ai vu, j'ai été très très déconcerté parce que je suis sorti du film en ayant strictement rien à foutre. Le film est formellement très beau, mais j'en ai rien à foutre. J'ai revu une deuxième fois, j'ai un peu plus apprécié, la troisième fois encore un peu plus, mais je reste, contrairement à ces autres films, Labyrinthe de Pan, Échine du Diable, Blade même, les Hellboy, tout ça, je reste complètement émotionnellement en dehors du truc. Et La Forme de l'eau, j'espérais qu'il allait revenir à quelque chose de supérieur à Crimson Peak, même si encore une fois, hein, je te dirais pas que Crimson Peak est un mauvais film, je ne le pense pas. Bah,
la forme de l'eau m'emmerde beaucoup plus parce que la première heure, elle me laisse pantois. C'est-à-dire que la suspension d'incrédulité chez Del Toro, pour moi, elle est complètement naturelle. C'est même pas une question que je me pose. Je vais commencer un film de Del Toro, je sais que ce que je vais voir va m'emmener dans un monde complètement imaginaire. Il n'y a pas de souci. Le problème, ici, je veux bien croire à l'existence de cet homme poisson, mais à aucun moment, absolument aucun moment, je me dis, oui, c'est logique que cette femme tombe amoureuse. Parce que la première heure est, je trouve, beaucoup trop rapide. J'ai l'impression que c'est pas amené du tout. Je comprends absolument pas comment on en arrive là. La deuxième heure relève le niveau, je la trouve bien meilleure, malgré la musique d'Alexandre Desplat que je ne comprends pas le délire qui se passe là avec tous les prix qu'il reçoit. Mais ouais, je sais pas, il faut que je le revoie pour me faire une idée concrète sur le film, parce que là, pour l'instant, je trouve tout ce qui arrive là à Del Toro au niveau des prix, tout ça, je trouve qu'il le mérite parce que c'est un excellent réalisateur, mais c'est pas son meilleur film de loin, et comme toi, émotionnellement, je suis resté complètement en dehors du truc. Ouais. Un film qui laisse pantois, quoi. Bah moi, il faudrait que je le revoie. Et pour puis me faire une Michael opinion Shannon, complète, on l'aime bien, mais pareil, il joue tout le temps la même chose, le mec. Hein. C'est un petit peu ennuyeux. Ouais, bah voyez la mini-série Waco, c'est pas extraordinaire, mais au moins il joue pas un rôle de méchant. Parce que je trouve qu'il est un peu trop, il est un peu trop comme Ben Mendelsohn, toujours un peu dans le rôle du méchant. Mais c'est un excellent acteur, et c'est vrai qu'il est toujours un peu cantonné au même rôle. Et pourtant, si vous l'avez déjà vu une interview, le mec est hilarant, donc c'est vrai de lui filer des rôles dans ce genre. Ensuite, donc, on continue dans la cérémonie des Oscars. J'ai regardé, je pense, le film préféré de cette année pour l'instant pour Grumpy Seb, Call Me By Your Name. Timothée, salut. Oh yeah, little boy. No, little boy. Timothée Chalamet qui fait des dabs quand il reçoit des prix. Effectivement. C'est un fils de pute, ce mec, je le déteste. Donc, qu'est-ce que j'en ai pensé, les garçons ? Bah, je dois dire que c'est le film normalement qui n'est pas fait pour nous. Mais ça t'a touché. Et au final, bah, je peux pas dire que ça m'ait touché non plus, mais j'ai trouvé le film, en tout cas, ça m'a quand même plus touché que La Forme de l'eau. J'ai trouvé le film quand même extrêmement réussi. Parce que justement, il y a une forme de simplicité qui se dégage du film, et ce qui ne se dégage pas forcément des autres films en compétition. Il y a quelque chose d'assez naturel, je trouve, dans ce film. Et ça fait plaisir. C'est justement Xavier Dolan, quand il doit voir ce film, il doit se dire putain, pourquoi j'arrive pas à faire ça, parce que là il n'y a pas d'hystérie, il n'y a pas de trucs claquants, il y a pas de, c'est naturel le film, si vous voulez. Il est pur, il est extrêmement bien réalisé, je trouve, très bien filmé au niveau des cadres, au niveau des mouvements, des couleurs. C'est extrêmement classe, c'est très propre. T'as l'impression, c'est un film qui reste en fait, si vous voulez. Quand je l'ai terminé, enfin quand je le regardais, des moments tu peux t'ennuyer, un peu comme quand toi tu pars en vacances l'été, il fait beau, tout ça. Il y a des moments, bah tu t'emmerdes au final en vacances. Bah le film, tu le ressens aussi un peu cet emmerdement. Tu te perds un peu dans ce paysage. Mais à la fin du film, tu te dis, les 20 dernières minutes sont super, je trouve. Les 20 dernières minutes ont bien retourné le truc. Et les jours d'après, le lendemain, tout ça, tu te dis, ah, c'était quand même chouette et tout. Et finalement, c'est le film qui me reste le plus de ces derniers jours, celui auquel je repense le plus. Et quand je revois des images du film, j'ai le plus envie de le revoir. Faut aimer donc se perdre dans les divagations, dans les promenades, dans ces images un peu effectivement de cartes postales, puisque donc le film se passe en Italie, à la campagne. Donc faut aimer ce genre de film. Après, il y a un côté aussi, j'ai trouvé, pour Tony, c'est un côté à nos amours de Piala dans le film, un côté bucolique. C'est pas le même. C'est pas le même. Moi, j'étais plutôt. Moi, quand j'ai vu le pitch, j'étais plus parti sur une sorte de mort à Venise de Visconti, mais ouais. Le côté bucolique, le côté premier amour de ta jeunesse, tout ça. Ouais. Après, donc, c'est un film qui traite de l'homosexualité, hein, pour ceux qui ne connaîtraient rien. Et donc ça traite d'homosexualité, mais ce n'est pas le sujet du film. C'est quelque chose d'assez naturel et évident. Il n'y a pas de conflit par rapport vraiment à ça. Ça pourrait très bien être une jeune fille et un garçon un peu plus âgé. Le film... Woody. Il faut signaler aussi
puisque donc Sufjan Stevens, l'ami Sufjan, a écrit 2 chansons pour C'est de ça qu'elle pour le parlait sur film. Twitter. Pardon, je... Et donc, qui est ami... pourquoi je dis qui est ami parce que c'est notre ami. Oui. Et donc, Tu qui a es écrit mon 2 chansons, ami. Parce que qui est nominé à l'Oscar de la meilleure chanson. Tout à fait. Et on espère qu'il va remporter cet Non, Oscar. c'est pour Coco. parce que connard. Moi, je sais pas. Voilà. J'ai pas très envie qu'il gagne. Après, tout le monde va vouloir l'aimer, l'écouter. Et je préfère qu'il reste, comme un bon petit snobinard que je suis, qu'il reste dans sa petite caste de fans transis d'amour pour lui. Moi, j'aimerais qu'il fasse un film Parce que Marvel. rappelons que s'il ne gagne pas ce soir comme Elliott Smith fut un temps, on sait comment a fini Elliott Smith. Oh merde. Oh merde. En tout... Il faut dire aussi que le... Vas-y, non, j'allais juste te dire pour revenir à, donc à Call Me By Your Name, parce que justement quand t'en as parlé, ça m'a fait penser à ce que je lisais aussi beaucoup sur Twitter, c'est que les gens ont dit que c'était un film où ils aimeraient bien vivre. Tu vois, qu'ils ils aimeraient vivre dans le film. C'est ça. Parce qu'ils aiment les pêches. Oui, c'est vrai qu'il y a un hommage à American Pie sous forme... Oh, C'est quoi ton film préféré encore, Tony? Rappelle-moi. American Pie. Faut dire que le plan fixe final du générique de fin est... horrible. Moi, je l'adore. Mais t'as dû le voir, Seth, parce que comme je pense que t'as regardé le film en avance rapide ou en... Je t'avoue qu'au bout de 45 minutes, oui, j'ai mis en avance rapide. Comme un bon vieux boulard des familles. Donc moi, je le recommande beaucoup, ce film, ce Call Me By Your Name. Alors, j'avais déjà vu le film précédent de Real, de Vas-y, Seb. Big Splash, un truc comme Ouais. ça. Et c'était exactement la même chose. C'est extrêmement chiant. Putain, c'est chiant. J'en ai rien à foutre, quoi. Y a pas de super-héros dedans. C'est quoi le délire, là? Il est où Iron Man? Moi, je voulais que Tony Stark débarque. Et putain, y a même pas Nick Fury qui débarque pour leur dire, hey, je vous incruste dans les Avengers. Rien du tout, que dalle. Donc, non, je sais pas. Aucun intérêt, quoi. Non, en vrai, c'est juste, je trouve ça extrêmement pompeux comme genre de film. Je lisais plein de gens qui disaient justement comme toi, c'est pas le genre de film qui est censé me plaire et pourtant j'ai adoré. Donc en fait, je voulais pas le regarder à la base parce que justement j'avais vu le précédent film du Real et je me disais ça va être exactement pareil, ça va être pénible et tout. Et puis j'entendais ça donc je me dis bon bah je vais le regarder et au bout d'une demi-heure, enfin même pas au bout d'une demi-heure, au bout de 10 minutes, j'en pouvais plus quoi. Donc au bout de 45 minutes, ouais, parce que le film dure quand même 2h15 quoi. J'ai mis en avance rapide et encore en avance rapide, c'était beaucoup trop lent. Putain quoi. C'est de la merde. Du coup, il faisait du vélo très vite, je pense. Ouais. T'avais l'impression de voir Faustocopie. Mais d'ailleurs, il s'est fait très très vite plaisir avec sa petite pêche. Hein. Moi, je pense qu'elle a pas pris beaucoup de plaisir, la pêche. Elle a été frustrée, on avait après. Après, de toute façon, les auditeurs ne sont pas dupes de votre avis, Grand Pisseb. Parce que, est-ce que vous considérez que Grand Pisseb a du bon goût? Croyez-moi, pour y trouver du charisme, il faudra vraiment se lever de bonne heure. Hein. En tout cas, c'est un film où il y a beaucoup de pédales. Il y a beaucoup. Bande de mauvais. Ça aurait dû être écrit sur l'affiche. Bande de mauvais. Oui, il faudrait la tagline, un film à pédale. Et enfin, on va assez rapidement, parce que je crois que Seb voudra en parler un peu plus longuement dans une future Ah, émission. dans 2 semaines, j'en parle. Ouais. Le favori de ces Oscars, a priori. Three Billboards and One Again on Mr. Fly. Le film de Martin je sais plus comment, McDonald. Voilà. Le réalisateur de Bon Baiser de Bruges. Et du très mauvais, Donc, c'est psychopathe. Je m'en souviens Moi pas non plus. Je sais juste que c'est mauvais. Donc, le film est effectivement plutôt bon, mais pas plus que ça. Il faut pas non plus. Il n'y a pas de super-héros. Mais Sam Rockwell, c'est au-dessus du super-héros. Sam Rockwell qui était dans Iron Man 2, alors allez vous faire foutre. Oh. Beaucoup de monde me disait que tu n'étais qu'une grosse merde. Aujourd'hui, je n'ai d'autre de choix que de penser comme moi. Il paraît que tu as des ambitions présidentielles. Si j'étais toi, je trouverais un autre métier. Nicolas Canteloup... C'est le good guys dans cette émission. Oui, c'est vrai que... beaucoup d'invités en ce moment.
Donc voilà. Non. Donc oui, après oui, donc les qualités de Three Billboards, parce que oui, donc je dis quand même que c'est un bon film, j'ai quand même bien aimé, parce que au niveau du scénar, c'est vrai que le film, pour le coup, est imprévisible et super original. Tu sais pas pendant tout le film ce qui va se passer la scène d'après, et c'est ça que j'ai le plus aimé dans le film, c'est justement de ne pas face à quelque chose d'avoir déjà vu. Contrairement aux performances des acteurs, où là pour le coup il y a une impression de déjà vu, tout le monde joue un petit peu sa partition habituelle. Frances McDormand, faut pas qu'elle remporte l'Oscar parce qu'elle fait le même rôle depuis 25 ans. Woody Harrelson, il fait un shérif bouseux texan ou je ne sais quoi, il a un petit peu tout le temps fait ça. Ah, je suis pas d'accord pour Woody Allen, je trouve que ils sont Woody Allen vraiment très. C'est à cause de toi ça. Woody Harrelson, je le trouve vraiment au-dessus du lot, quoi. Parce que c'est vrai que je suis d'accord que Francis McDormand fait la même chose et que Sam Rockwell a fait du Sam Rockwell, mais c'est pour ça qu'on l'aime aussi. Ouais. Donc. Mais après oui, tout le monde fait son truc, mais il le fait très bien. Ouais. Mais non, je trouve que Woody Harrelson, vraiment, entre ça et La planète des singes, il a vraiment été exceptionnel l'année dernière. Après, donc on vante les mérites du scénar, mais justement, moi, c'est ça aussi qui m'a un peu perturbé dans le film, c'est que je l'ai pas trouvé ouf par moment le scénar. C'est j'ai noté un détail pour illustrer ce que je veux dire, c'est que j'ai horreur dans un film quand on t'explique quelque chose que tu viens de voir à l'instant. Donc il y a une scène dans le film, Seb, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, c'est la scène chez le dentiste. Où donc Frances McDormand perce un trou dans un doigt du dentiste. Et donc j'enchaîne tout de suite avec une scène où elle est dans son magasin et Woody Harrelson vient l'arrêter et lui fait il paraît que t'as percé un dentiste, le doigt d'un dentiste et tout ça, et ça dure genre 30 secondes et on vient de te réexpliquer ce que tu viens de voir à l'instant. Ça m'a pas gêné. Et il y a plusieurs trucs comme ça dans le film, un peu surlignés, un peu explicatifs et pas trop subtils pour le coup, qui m'ont un peu perturbé. Tu es facilement perturbable en même temps. Tu venais de voir aussi un film avec des homosexuels, donc tu étais un peu sensibilisé, t'étais émoustillé, tu t'es dit peut-être que je fais erreur dans ma vie sentimentale. Ah, ça arrive, hein. Doucement, j'ai pas préparé à cette attaque contre toi. Après, il faut dire que je vais pas spoiler, mais la scène centrale du film est extrêmement réussie. Pour le coup, limite j'ai senti l'émotion venir dans mon corps avec la voix off qui s'ensuit, qui est extrêmement, tout ce qui est dit et pour le coup est extrêmement beau. Et la scène justement qui suit est encore plus puissante avec un espèce de plan séquence sur Sam Rockwell qui tabasse un mec qui est très très cool comme scène, j'ai trouvé. Et là, ce cœur du film là, ça doit durer, je sais pas, entre 5 et 10 minutes ce moment-là. Et je me suis dit, putain, là, si tout le film continue sur ce tempo-là, ça va donner. Et en fait, à la fin, il refait un petit peu son petit malin dans l'histoire, donc j'ai pas été aussi conquis que j'aurais aimé l'être. Donc pour moi, le film, s'il gagne l'Oscar, c'est pas un scandale, mais c'est pas la claque espérée. Mais du coup, Bastien, tu as vu quasiment tous les films qui sont en compétition pour le meilleur film. À part celui que je voudrais qu'il gagne, parce que justement, comme c'est le seul que j'ai pas vu et que quand je le verrai, je dirais, non, en fait, non, il le mérite. Il reste quoi? Mais, Spielberg. Le Paul Thomas Anderson. Il y a pas Spielberg Ah oui. aussi, Ouais, mais bon, ça, j'en attends. Je pense que ça va pas trop. Mais... Et sinon, du coup, vu que le Paul Thomas est un hors compète, vu que tu ne l'as pas vu, mais de ceux que tu as vus, tu voterais pour lequel? Franchement, celui que j'ai le plus aimé au final, c'est Call Me By Your Name, mais en même temps, il l'aurait, ça me fera un petit peu chier aussi, donc. Je sais pas. Franchement, tant que c'est pas le film sur Churchill qui gagne et puis je sais plus ce qu'il y a encore comme merde dedans, un truc qui pue. Lily Bird. Je l'ai pas vu encore. Ouais, mais ça, c'est parce que je pense que ça peut me plaire. Mais ouais. Peut-être Call Me By Your Name, mais ouais, franchement, je pense que ça peut pas gagner parce que Moonlight, c'était un film sur l'homosexualité et les noirs, et donc Get Out éliminé, et Call Me By Your Name éliminé. Oula, carrément. Bon, très bien. Moi, je répondrai pour Three Billboards dans 2 semaines. Voilà, c'est ce que j'allais dire, vu qu'on s'y repenchera plus longuement dans la prochaine émission. Gardons-en sous le coude. Un dernier film, Bastien, ou c'est bon, tu as fait le tour?
Non, là, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Oui, très bien. Eh bien, écoute. Je sais que Seb, tu avais une petite surprise, non? Ouais, bah oui, parce que Kevin Feige est venu planter sa tente dans mon salon une dizaine de jours, entre le moment où je me suis endormi devant Black Panther et le jour de sa sortie, et le jour où je suis retourné le voir les yeux grands ouverts. Mais avant de partir, bah Kevin m'a demandé, et j'ai accepté, de faire une petite participation officielle à l'émission. Du coup, il a écrit sa petite chronique, et l'a enregistrée, et de pouvant être avec nous aujourd'hui. Donc voilà, Kevin, c'est à toi. Magnéto, Serge. Salut à tous, c'est Kevin Feige, ou Feige, ça dépend des gens. J'ai pris le micro pour poser un slam. Non, je plaisante. Je vais vous parler de quelque chose sorti en 1988. Et si on est honnête un instant, on dira qu'il n'aurait jamais dû exister. Ces concepteurs ont de toute évidence fait un travail de merde et j'en suis certain, en ont profondément honte aujourd'hui. Les intros sont travaillées et des conclusions aussi, mais entre ça, c'est le vide. C'est un petit être infect qui n'est rien d'autre qu'une imposture dans Bug. Je parle bien sûr de Bastien. Oh putain. Ça devient dur. En plus, il aime bien Julien Doré. Ça va finir en chinois, cette histoire. Oui, bonsoir, Bastien. Oh putain. En plus, il aime bien Kevin Julien Doré. Sa seule qualité, au final, c'est sa compagne. Or, le fait qu'elle reste avec lui prouve déjà son mauvais goût à elle. Elle aime bien Julien Doré aussi. De là à dire qu'il n'y a rien à sauver chez lui, il n'y a qu'un pas qui s'est franchi allègrement. On Kevin, tu as reproche... fini? Non. Oh, j'arriverai pas, mais... Bientôt 2 heures d'émission. On reproche... Oh, ouais. Kevin? Oui, Yeah, oui, c'est it's bon. Woody. Ah, Kevin. On me reproche de refaire le même film ad vitam aeternam, d'utiliser la même formule tout le temps, mais au moins ça prouve une cohérence chez moi. Chez Bastien, rien de tout ça n'existe. Bref, c'est une merde. N'y allez pas. Voilà, c'est fini. Merci Kevin. Écoute, merci Kevin pour ce cri du cœur. Que On voit que Nicolas Canteloup était chez toi aussi. Eh bien, messieurs, je crois que nous allons pouvoir clore cette fabuleuse émission encore, qui au départ ne devait pas durer aussi longtemps, mais bon, finalement, on s'y plaît bien, comme dans Call Me By Your Name. Donc, je vais rappeler que nous sommes sur Twitter sous le nom de Bug le Podcast, que Seb, tu es sous le nom de Grumpy Seb, que je suis sous le nom de Alphonse Dadet. Et Marvel Entertainment. Et Bastien, tu es... Pascal Saint-James, c'est mon nom complet, mon vrai nom à moi. Alors, ça fait un petit moment que je suis dans le circuit, comme vous le savez, dont mon plus grand succès reste quand même ma grande saga familiale Pascal le grand frère Pineur, suivi par sa suite Pascal le grand frère Pineur 2, qui a encore une suite qui s'appelle Pascal le grand frère Pineur 3, et puis le 4, et puis le 5 et le 6. Si vous êtes confronté à une situation de crise au sein de votre foyer, appelez-moi et je vais ramener le calme à ma manière. Pascal... À savoir que dernièrement, j'ai aussi joué dans Lâche-moi la grappe, c'est plus les vendanges, un titre bien sympathique, et c'est pas un film de Cédric Lapèche. Voilà. Pascal Saint-James, qui n'est pas du tout religieux ou un saint comme on pourrait s'y croire. Donc voilà, bah écoutez, on avait déjà, on va réitérer une dernière fois, ou pas une dernière fois, mais un appel. Si vous nous écoutez, que vous avez envie de participer à l'émission, que tu sois une jeune fille ou un jeune garçon, hey Woody, tu peux nous contacter, tu pourras peut-être entrer avec nous dans le cercle des initiés. Eh bien écoutez, messieurs, je vous dis au revoir, à la prochaine, et d'ici là, portez-vous bien. Au revoir tout le monde, ciao ciao. Au revoir. Ta gueule, Jeanne Balibert, ta gueule.